J'ai assisté à ce que je considère comme un attentat individuel, un amas de métaux, mon gamin par terre, dans son sang. Et puis je tiens grâce à l'amour. J'ai été très soutenu par tout le monde. Comment vous pouvez expliquer ce combat que vous menez aujourd'hui ? La préciosité de mon enfant. C'est-à-dire ? Je veux tous les jours entendre son nom. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans le Portrait de Mentor Show et je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous suivre sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui dans le portrait, je reçois l'un des chefs cuisiniers les plus célèbres au monde, 17 restaurants, 15 étoiles au Michelin, c'est considérable. Et comme c'est le principe de cette émission, je lui ai demandé d'amener une photo qui lui tient à cœur et on va la découvrir ensemble. Alors je vais le retrouver dans quelques instants au Pavillon Le Doyen, son restaurant 3 étoiles Michelin à Paris. Mais juste avant, si vous voulez nous aider à vous raconter encore plus d'histoires, de parcours de vie, de personnalités qui vous inspirent, de personnalités emblématiques, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. À tout de suite. Bonjour Yannick. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir sur le Portrait de Mentor Show. Alors, on vous connaît déjà puisque vous avez créé une masterclass pour nous il y a quelques années sur l'art de cuisiner une bonne sauce. Alors, ce qui est intéressant dans la sauce, c'est que ça crée du lien entre les aliments. Et puis vous, depuis 40 ans, votre métier, c'est justement de créer du lien entre vos plats, les gens, créer de l'émotion entre tout ce monde-là. Et on va se parler du lien, de l'émotion aussi tout au long de ce portrait. Alors le principe de notre format, c'est qu'on demande à chacun de nos invités de nous amener une ou plusieurs photos qui leur tiennent à cœur. Vous en avez choisi 2 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les découvrir Bien ensemble ? sûr, 2 photos importantes. Celle-ci et puis celle-ci. Alors décrivez-les-nous. Ça résume un peu l'amour que j'ai pour mes enfants. Chasse aux champignons sont des moments extraordinaires avec ces gamins, parce qu'on part en forêt, on apprend des choses. Et puis la deuxième photo, c'était la photo où nous avions eu 3 étoiles à Courchevel, où Antoine était en cuisine à l'époque. Voilà, alors vous parlez de votre fils Antoine qui est décédé il y a près de 2 ans. Donc il a été percuté par un chauffard alors qu'il était à scooter. Ça s'est passé juste devant chez vous. Et depuis, vous menez ce combat chaque seconde, j'imagine, de votre vie. Et pendant qu'on se parle, il y a un texte très important qui est en train d'être examiné à l'Assemblée puisque vous voulez faire changer la loi et qualifier ce qui était un homicide involontaire en homicide routier. J'aimerais juste peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas les faits, si ça vous va, qu'on les rappelle, parce qu'en marquant les esprits, je pense qu'on évitera peut-être, on espère que ça se déroule à nouveau. Il avait donc 24 ans, ça s'est passé devant chez vous et vous avez été sur les lieux juste après. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce à quoi vous avez assisté ? J'ai assisté à ce que je considère comme un attentat individuel, un amas de métaux, mon gamin par terre, dans son sang. Il n'y avait pas de sous-violence là-dedans. C'est un truc extrêmement violent, extrêmement dur. Voilà, et en étant suivi, le monde s'écroule, une non-prise en charge. Moi, j'ai vu un monde que je ne souhaite à personne. C'est-à-dire ? C'est un monde qui vous échappe complètement. Et puis, c'est un monde dans lequel vous n'êtes même pas assisté. Personne ne vous regarde, personne ne vous aide, à part vos amis et vos proches, et encore, en l'occurrence, moi, mes clients qui m'ont amené beaucoup d'amour. Mais globalement, rien n'est fait pour accompagner les gens qui vivent ça. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai été pris en charge par une ambulance. On a été parti avec la famille à l'Hôtel-Dieu. Je suis arrivé là-bas. Déjà, l'hôpital arrive en fin de course, donc je pense qu'ils vont le réhabiliter. On nous a donné même pas un verre d'eau, on avait une chaise pourrie, personne pour nous accueillir, on ne sait même pas où est votre enfant, etc., etc. Et puis après démarre tout le cycle de l'enfer. L'enquête, le juge d'instruction, la paperasse, les violences administratives, tout. Donc encore une fois, on a la chance d'avoir un peu de moyens, de pouvoir se payer des bons avocats et une bonne psychologue qui vous permettent aussi de faire des choses comme elles doivent se faire. Ce que j'ai surtout vu, moi, c'est qu'on laisse finalement les frères et sœurs sans assistante. Et que
ils peuvent avoir un avenir très compliqué. Donc non seulement vous avez perdu un gamin, la nation a perdu un gamin, la famille a perdu un gamin, mais derrière ça, il y a les co-victimes ne sont pas considérées. Et de ne pas les aider, c'est, je crois, aussi irresponsable que de laisser les mecs dehors qui font ce genre de choses. Vous parlez de votre autre fils ? Alors, je parle de lui, mais de cette génération, en fait. Antoine n'était pas seul, il vivait avec quelqu'un. Antoine avait une vie autour de lui. Et rien n'est fait pour les gens qui restent, en fait. J'ai jamais vu quelqu'un venir discuter avec son ami pour savoir comment elle allait. Elle est personne aux yeux du... Enfin, à nos yeux, elle est beaucoup, mais pour la communauté, ça passe dans l'accidentologie et débrouille-toi avec ça. Et c'est ça que j'ai vu, en fait. Et je trouvais ça tellement difficile et injuste quand les gens n'ont pas une structure en place pour les aider. Ça arrive de plus en plus, les monoparentales, etc. La fracture et de société est là, on le sait. La religion qui prenait ça dans le temps faisait le boulot, ne le fait plus, parce qu'on est devenu une société extrêmement laïque. Donc il n'y a plus rien. Tout ça, c'est... Donc ce que j'essaye de faire comprendre à notre société pour la faire évoluer, c'est qu'on n'évitera pas le pire. On peut l'éviter grâce à cette loi, mais il y en aura toujours. Et que quand ça arrive, on ouvre la chaîne des responsabilités. Comme un avion qui se casse la gueule. 509 gamins l'année dernière. Il y en aura autant cette année sûrement. Ça représente 2 Airbus. Donc comme c'est des choses individuelles, on n'y prête pas vraiment attention, ça rentre dans le flux de la malchance, entre guillemets. Mais moi, je suis persuadé qu'en y réfléchissant, en se focusant sur ce sujet, on arrivera à faire diminuer le nombre de gamins qui restent sur le trottoir. C'est essentiel. Donc c'est mon combat, c'est le combat de ma vie maintenant, entre autres. Mais c'est le principal combat que je veux mener. Et voilà, donc ce combat, il a commencé le jour où j'ai vu la juge d'instruction qui m'a dit « Votre enfant, nous allons inculper le criminel », elle n'a pas dit ça comme ça d'ailleurs, c'est moi qui le dis, mais la personne qui a tué votre enfant pour homicide involontaire. Je dis « Mais comment ça, involontaire ? Le gars, il a consommé des substances, de l'alcool, volé une voiture avec violence, roulé à 130 km et percuté mon enfant. Comment ça, involontaire ? C'est comme ça, c'est la loi. Donc pour moi, c'est pas un acte involontaire, c'est les conditions volontaires du début qui ont créé la mort de mon fils. Et je parle de ça, des 509 gamins, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on consomme de l'alcool, personne ne vous force à le faire, jamais. Quand vous utilisez des substances qui sont, je le rappelle, interdites en France, personne ne vous oblige à vous droguer. Après, vous faites le choix de prendre votre voiture et de prendre la route. Et je pense qu'il n'y a pas un individu sur cette planète qui ne sait pas, qui peut, à cause de ces conditions, mettre la vie d'autrui en danger. Donc on ne peut plus parler d'homicide involontaire. Donc on a parlé d'homicide routier pour qualifier en fait l'acte de conduire un véhicule terrestre à moteur en étant conscient qu'en ayant trop consommé d'alcool et utilisé des substances, on peut créer le pire. Et ce n'est pas juste un effet sémantique. On n'a pas changé le quantum des peines parce que déjà, si on appliquait ce qui est marqué dans le code pénal, y aurait certainement beaucoup plus de prise de conscience généralisée que c'est un acte qui peut conduire au pire. Et quand on conduit au pire, il faut en être responsable. Involontaire, c'est facile, c'est pas de ta faute. Tu n'as pas fait exprès. Enfin, c'est insensé quand on y réfléchit. Même dans l'effet, je dirais, pédagogique de la chose. Les jeunes qui vont passer leur permis dans ces prochains mois, si à l'auto-école, on leur dit, les gars, vous avez vu ? C'est pas ce que vous risquez, c'est ce qui va vous arriver, en fait. Si vous faites ça, c'est de 7 à 10 ans. Là, aujourd'hui, on risque pas grand-chose. Je veux dire, c'est en moyenne à peine 20 mois de prison quand ils y vont. Donc, on risque rien aujourd'hui, en gros. Donc, tout ça, on essaye de le faire changer pour que les mentalités changent et qu'on ait conscience qu'autour d'un véhicule à moteur, il peut y avoir des gens qui vivent, et il y a des gens qui vivent. Et ça peut représenter beaucoup pour la nation. L'autre fois, on a fait des relevés devant l'école de Grenelle. Les gens passent à 47 km/h de moyenne devant l'école. Enfin, comment voulez-vous qu'il n'arrive pas à un problème un jour ? Donc, on est en train de lever des choses. On a créé cette association pour ça. Donc, on a mis en place
une assistante sociale, parce que je pense que d'entrée de jeu, tout de suite, il faut aider les gens à se structurer, leur donner les bons avocats, parce qu'aussi là-dedans, il y a un peu de tout, leur donner les bons psychologues, leur donner les bons réflexes, une espèce de tuto pour le jour où ça arrive, de ne pas être seul. Ça, c'était essentiel pour moi, et surtout de s'occuper de ceux qui restent. Pour moi, ceux qui restent, c'est surtout des enfants qui vivent sans leur frangin, leur frangine. C'est ça, alors vous avez créé cette association qui porte le nom de votre fils, Antoine Aleno, et vous rappelez l'importance d'être suivi, accompagné. Moi, j'aimerais savoir, vous, dans l'immédiat après-drame, comment vous traversez ça et comment vous lâchez pas tout. En fait, la douleur est tellement innommable, c'est tellement dur, tout est tellement difficile. Comment on tient, sur quoi on tient et pourquoi on tient? On tient parce que d'autres enfants. Moi, je tiens parce que j'ai aussi une passion, qui est la cuisine. Je tiens parce que j'ai une entreprise dont je suis responsable. J'ai plus de 2500 employés dans le groupe. On en a 170 ici à Le Doyen. Et puis je tiens grâce à l'amour. J'ai été très soutenu par tout le monde. Donc, voilà. Et je mesure mon privilège. Il y en a qui sont seuls. Comment on reste le père d'un autre enfant? Comment on reste une figure solide, forte? Comment on console la maman d'Antoine? Comment on console votre autre fils? Comment on gère tout ça? La maman d'Antoine est inconsolable. Maintenant, l'association lui donne un but d'aider. Donc ça, c'est vachement important pour elle. Thomas, pareil, il tient par le boulot. On tient ensemble, quoi. On tient ensemble. Donc, c'est dur parfois, les hauts et des bas. Vous avez publié, quelques mois après le décès de votre fils, une phrase sur les réseaux sociaux qui était adressée à votre épouse. Vous avez écrit « Sans toi, je ne tiendrai pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Sans elle, on ne tient pas. Ça veut dire quoi, je ne tenais pas? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que, encore une fois, je pense qu'il faut aussi savoir remercier les gens qui vous accompagnent, parce que c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Donc c'est un bouleversement de vie, vous vous rendez pas compte. Tant mieux. que les gens soient épargnés aussi, mais c'est un bouleversement tellement profond. D'ailleurs, il n'y a pas de nom pour expliquer qu'on a perdu son enfant. Donc ça veut dire que la société refuse ce cas-là, et que ne pas nommer les choses, c'est déjà pas traiter le mal. Enfin, je veux dire, donc on est orphelin, on est veuf ou veuve, mais on n'est pas parents, quoi. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est le mot qu'on m'a soufflé à l'oreille. Ça évite plein de choses. Ça évite qu'en société, on vous demande combien vous avez d'enfants, et puis vous passez et vous repassez dans le truc. Donc il y a plein de choses comme ça à faire améliorer pour que les gens aillent mieux, et surtout donner la parole. L'association donne la parole. On a monté un média, entre guillemets, avec l'Instagram, où on donne la parole aux gens, comme vous le faites ici, avec un bel éclairage, une belle prise de son très professionnelle, pour qu'ils aient aussi le sentiment que leur enfant, c'est pas un fait divers. Un enfant qui part, ça fait 3 lignes dans la PQR aujourd'hui. Moi, je considère qu'un enfant, c'est important justement de faire état de chaque gamin qui part, et de le dire, et de savoir pourquoi c'est arrivé. L'association Antoine Aleno, l'Instagram, c'est hyper important, justement. Aujourd'hui, c'est 21 000 personnes qui regardent, et demain, j'espère plus. Il est important de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, quoi, et de ne pas se sentir... voilà. Aujourd'hui, du coup, grâce à cette association et votre combat, vous êtes au contact de familles qui ont vécu la même chose que vous. Qu'est-ce que ça vous apporte d'échanger avec eux? On a aidé 48 familles qui ressentent tous la même chose que nous. Il n'y a pas de privilège dans la mort. Et ça m'apporte, je crois, et ça nous apporte, je crois, le fait que, enfin, les lois françaises évoluent. C'est-à-dire que je crois qu'avec Antoine, la société française a pris conscience d'un truc, et je crois qu'elle a pris conscience de ses propres peurs. Ce que je revois, moi, des gens qui n'ont pas eu tant mieux de drame, c'est que maintenant, ils ont peur. Ils ont peur que ça leur arrive. Ça nous est arrivé, ça peut leur arriver. Forcément, ça a eu un tel impact sur la société, et de façon internationale. Il a fait la couve du New York Times.
les gens se disent « Merde, ça peut m'arriver demain matin ». Donc effectivement, ces majorités silencieuses se sont réveillées en disant « Mais non, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et je pense que cette loi correspond à un besoin sociétal fort, à ce que les gens ont envie et ont besoin comme arsenal pour qu'on siffle la fin de la récré, quoi. 27 000 refus d'obtempérer par an en France, ça fait 1 tous les 20 minutes. Quand on refuse d'obtempérer, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher et que, généralement, je peux pas faire mais que derrière ça, Margot, elle est morte 15 jours après, Antoine un peu plus bas, 23 ans, suite à un refus d'obtempérer. Je vous ai posé tout à l'heure la question des idées noires parce qu'on a chez Mentor Show beaucoup de gens qui viennent à nous après avoir traversé de grosses épreuves, notamment comme celle que vous avez traversée. Et cette question est parfois taboue, d'avoir envie de tout laisser tomber. Et du coup, je me demandais, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire à des familles voilà, qui n'ont pas beaucoup de choses à côté et qui se disent moi c'est trop dur, je laisse tomber en fait. Je peux pas, la douleur est trop forte. Je sais pas quoi leur dire. Franchement, je sais pas quoi leur dire. Moi, encore une fois, j'ai jamais eu ces idées noires, j'ai jamais eu envie de partir, parce que, encore une fois, j'ai le sens des responsabilités, j'ai encore 2 enfants, ma femme, ma famille. Quel exemple on donnerait, en fait, à son enfant, s'il en reste encore. Mais je peux comprendre. Hein. C'est pour ça que l'accompagnement psychologique est important. Je vais vous raconter un truc. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode des 6 C qui a été inventée par Israël, parce que c'est des pays qui sont toujours en temps de guerre. 6 C. 6 C. Et en fait, c'est très intéressant parce que quand on arrive dans un point d'émotion très fort, il faut savoir que c'est des neurones qui disparaissent, puisque le cerveau se vide d'un encéphale à un autre. Le sang a une migration importante c'est un réflexe de survie, je crois. Et l'encéphale de l'émotion est rempli de sang et l'encéphale de réflexion se vide de sang. Ce qui veut dire que quand des cellules ne sont plus alimentées, elles disparaissent à tout jamais. C'est pour ça que l'ensemble des personnes qui ont perdu un gosse se retrouvent avec Alzheimer à la fin de leur vie. Donc le bilan humain de ces conditions, il faudrait le tirer un jour. Il est considérable. Moi, j'ai ma tante on a perdu ma cousine Isabelle, elle avait 26 ans, pareil. Son mari et elle ont des déficiences, évidemment. Donc, comment expliquer ça, si ce n'est peut-être par la médecine ? C'est pour ça qu'il faut tout de suite attaquer le problème à la source et dire, écoutez, reste avec nous. La réalité, c'est celle-ci. Et ne t'enferme pas dans un tunnel irréversible, en fait. Et quand on laisse les gens sans assistance, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai posé la question, comment annoncez-vous la mort à des policiers avec de la bouteille? On disait, on l'a tellement fait quand on était môme qu'on laisse les bleus y aller quasiment sans formation. Donc le ou la fonctionnaire qui a 22, 23 ans, il touche son arme, va sonner et il va savoir ce qu'il y a derrière la porte. Comment on traite ces gens-là? Comment on traite un pompier qui va sur un théâtre aussi difficile que la scène... qu'ils ont eu à vivre avec Antoine. Est-ce que ces gens-là ont été suffisamment traités? Quand le Bataclan est arrivé, parce que je compare un attentat, hein, oui. C'est 7 fois le Bataclan tous les ans en France, l'attentat individuel. Comment? Moi, j'ai vu le Bataclan, on a suivi les journalistes, parce qu'entendre un tel déversoir d'horreur, les gens qui ont dû relater ça ont été traités, on a pris attention aux flics qui sont rentrés dans le Bataclan. Mais vous savez, c'était pas moins dégueulasse, ce qu'on a vu. Donc tous ces gens-là, comment ils sont traités? Et on les laisse repartir chez eux à recommencer le lendemain? Je pense que tout ça, c'est pas suffisant. Comment vous l'annoncez-vous? Moi, c'est un collaborateur d'Antoine qui m'a appelé. J'étais à la maison. Donc voilà. Et moi, je pensais avoir été particulièrement tout de suite, j'ai pris tout de suite le réflexe d'aller voir une psy, etc. Encore une fois, il faut en avoir les moyens, c'est 80 € de l'heure, une psy. Alors que plein de gens n'ont pas les moyens de le faire, ça devrait être automatisé tout de suite, quoi. Tout de suite, je crois qu'il devrait y avoir le lendemain du drame, les services sociaux qui débarquent dans l'appartement pour parler. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? La seule phrase, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il y a des gens qui attendent 4 jours pour savoir où est leur gamin, hein. Quand l'institut médical est pleine, on envoie les gamins dans une autre. Il y en a 24 en France. Margot,
3 semaines pour récupérer le corps de la petite. Vous n'avez pas pu le voir tout de suite, je crois. Ah, quasiment tout de suite, mais encore une fois, parce que je suis à l'ENO et que, évidemment, tout le monde se met en route pour m'aider. Alors que ça devrait être pour tout un chacun, il ne devrait pas y avoir de privilège là-dedans. 3 semaines à récupérer le corps de votre enfant. Comment vous faites pour organiser la famille qui vient de droite et de gauche? Comment vous faites la cérémonie? Dans quel état vous retrouvez votre gamine après 3 semaines de frigo? Enfin, un peu d'humanité, juste, quoi. Juste se poser les bonnes questions et de se dire que, évidemment, quand il y a une enquête, il y a forcément des choses à faire. Mais enfin, vous êtes niçoise. Moi, j'ai rencontré des gens. Les attentats de Nice, c'était pas une Kalachnikov qu'on a utilisée, c'était un camion. Pour savoir si la gamine avait crié, on l'a vidé de tous ses organes. Enfin, à un moment, est-ce qu'on pense aux victimes? Est-ce qu'on pense aux familles? Quand vous êtes le père, moi, j'ai dit, le premier qui met un coup de cutter sur mon fils, je casse tout. Parce que c'est ça la vérité. Comment on en arrive là? Comment on peut se dire qu'on va vider une gamine de tous ses viscères? Pourquoi? Savoir si elle a crié? Mais évidemment, elle a crié, elle a pris un tractopelle dans la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça me... Voilà. Donc, remettons un peu les choses avec beaucoup de considération, en fait, pour les victimes, et de faire attention à chaque détail. Et ce qui est très innovant dans la loi qui va être votée, c'est que cette loi, elle parle des victimes. Elle ne parle pas que du justiciable. Il y a un déséquilibre flagrant. Quand vous avez tué quelqu'un, vous avez le droit aux avocats, payés par la société. Vous avez le droit au docteur, payé par la société. Les psychologues, payés par la société. Moi, j'ai été transporté en ambulance, on m'a fait payer la facture. Je vous garantis, j'ai jamais payé. Mais le gars qui a tué mon fils, il est parti dans une bagnole que nous avons, vous et moi, payée. Vous voyez, nourri par la société. Un jour de prison, ça coûte 110 € par jour. Donc, en face de ça, on ne donne rien aux familles pour qu'ils puissent s'en sortir. Parce qu'on ne prévoit pas de perdre un enfant. Donc personne ne met de l'argent de côté pour imaginer un jour peut-être même organiser des funérailles. Quand on a 3 enfants et qu'on est maman avec 3 filles, par exemple, eh ben vous perdez un enfant. Ça veut dire que vos revenus, peut-être, ne vous donnent plus droit aux aides sociales. Qu'est-ce qu'on fait? On déménage, on va vivre dans un petit studio à 3 parce que... Enfin, vous vous rendez compte, tout est comme ça. Moi, je les entends, les familles. Et aujourd'hui, ils ont un canal il faut dire les choses. Il faut absolument dire à quel point la victime est maltraitée. Et il faut changer un peu ça, parce que derrière ça, encore une fois, ça a des incidences sur notre société importantes. C'est important de faire attention aux familles, surtout aux gamins qui restent, parce que eux, ils ont besoin de sens, ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin de construire leur vie malgré le drame familial qui s'est opéré. Vous dites que très vite, vous avez été chez un psychologue ou un psychiatre. En quoi ça vous a aidé? Est-ce que vous avez très vite réussi à parler de tout ça? C'est venu progressivement. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous apporte aujourd'hui encore? Faut pas lâcher, faut pas lâcher un mal. C'est un mal, c'est une tumeur qui peut vous ronger. Faut traiter. Il faut traiter. Je crois que aujourd'hui même. Moi, j'invite aux jeunes, de temps en temps, à lâcher un peu le sac à dos de pierre, quoi. Parce que la psychologie, en France, a la mauvaise réputation. Les gens me disent, mais moi, je suis pas malade, j'ai pas besoin d'avoir une psy. C'est pas une question de problème, c'est une question d'être bien, en fait. Et c'est des gens qui sont en face des professionnels qui vous aident à aller mieux, ou résoudre des problèmes. Ici, nous, c'était avant Antoine, on a une psychologue qui vient très régulièrement, c'est 2 fois par mois, je crois, pour parler aux employés. Pourquoi c'est nécessaire? Des jeunes qui ont 20 ans ne sont pas de ma génération. Ils n'ont pas mes codes, j'ai pas les leurs. Et donc forcément, on ne parle pas forcément toujours le même langage. Il faut qu'on ait les uns et des autres des clés pour se parler. Moi, j'ai été éduqué, on m'a toujours dit, tes problèmes, tu les laisses en dehors du boulot. Aujourd'hui, on a appris au contraire. S'il y a un problème, on doit le savoir pour essayer d'aider. Vous voyez? Et aux jeunes gens d'être plus à l'aise dans leur environnement et d'avoir confiance en nous.
Et ça paye. Ça paye beaucoup parce que aujourd'hui, cette conversation, on est rentré dans une entreprise à tolérance zéro, c'est-à-dire qu'on n'accepte rien. Ni de racisme, ni de sexisme, on n'accepte rien. Le premier qui bouge, ou la première qui bouge, c'est dehors. C'est inacceptable dans une société. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça prend ? Ouais, ça prend bien. Ouais. D'ailleurs, l'homicide routier a été sollicité, c'est un sondage de l'IFOP, 66% des jeunes sont pour et le réclament. Et ça veut bien dire que 80% des Français sont pour. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, les gens réclament du cadre. Réclament du cadre. Les gens réclament du cadre, mais on connaît tous des amis, des proches qui prennent la voiture en ayant bu ou n'importe quel moyen de transport. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel ouais, alors on déjà, peut agir. Si vous êtes à côté, il est évident qu'il faut les éviter de faire, parce que votre responsabilité est engagée. Et que deuxièmement, surtout en milieu urbain, je veux dire, il y a aujourd'hui de quoi répondre à ça. Et c'est en ceci que la loi est importante. J'avais des clients qui étaient en Normandie. Ils ont fait une belle soirée ensemble, une belle fête. C'est normal, hein, on a le droit de fêter quand même. Et ils ont pensé à tout ce que je racontais dans les médias, parce que ce ne sont pas des voyous. Ils se sont dit, non, on ne va pas créer un homicide. On va appeler des taxis, on va rentrer se coucher, puis on va revenir demain. Donc ça fonctionne. Et ça fonctionnera de plus en plus, parce que les gens, je crois, ça y est, ça va rentrer dans les... Et puis surtout, ils risquent quelque chose. Avant, on risquait rien, on se fait toper. Bon, maintenant, saisie de voiture et tout, donc ça va loin. Il faut que ça aille loin de toute façon. Ce combat que vous menez, vous le faites aussi pour votre fils. C'est une façon de lui rendre justice. Comment vous pouvez expliquer ce combat que vous menez aujourd'hui ? La préciosité de mon enfant. C'est-à-dire ? Je veux tous les jours entendre son nom. C'est ça que ça vous apporte ? Coluche, hein. Il disait, Coluche, c'est pas normal qu'au pays de la bouffe, on ait faim. Et bien moi, je dis que c'est pas normal qu'au pays des droits de l'homme, on crève comme ça sous une bagnole. Voilà. Vous connaissez certainement les travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience, reprendre une vie, un développement normal après un gros traumatisme. Boris Cyrulnik, il dit que on peut tenir le coup si dans son enfance, on a acquis des facteurs de protection. Et que ça nous aide, même inconsciemment. Ça peut être l'amour d'une mère, d'un tuteur, n'importe quoi qui nous a protégés quand on était petit. Qu'est-ce que ça serait pour vous ? Je pense que ça me renvoie au fait d'une société d'individualisme. Et là, je crois qu'on arrive à notre comble de l'individualisme et on s'aperçoit que qu'on perd des rites. Quand on voit les Égyptiens, comment ils traitaient leurs morts, ça en disait long sur leur état de société. C'était tous, hein. Il n'y avait pas... Évidemment, il y avait des différences de richesse de sépulture. En revanche, chaque Égyptien qui partait retrouver la divinité avait un rite de trucs, de funérailles et autres. Il y a une gamine qui est partie de façon assez violente, dont les parents n'avaient pas suffisamment d'argent pour l'enterrer, puisque l'instruction n'était pas finie, les assurances ne se déclenchent pas. On ne sait pas forcément tout ça. Ah ouais, mais je vous le dis, moi, parce que moi je l'ai vécu. Et donc, on était obligé de lancer une caisse litchi pour trouver 2500 € pour payer la pierre tombale. Moi, quand j'entends ça, enfin, là, on est tombé plus bactère, quoi. Donc, il faut relever la tête maintenant et puis arrêtons le massacre. Arrêtons les violences, parce que ça, c'est violent. Alors, mettre un enfant dans du sable et le remettre ensuite dans... Non, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Et donc, on a beau avoir tous les réflexes, comme dit ce fameux monsieur de construction, la résilience, je pense qu'elle a un degré de difficulté en fonction de la façon dont on a traité la mort. C'est évident. Et quand on entend ça, quand on entend les causes à effet, la personne qui était en charge de ces autopsies, oui, j'ai reconnu un excès de zèle. Enfin, mais le gars, il faut qu'il rende des comptes, quoi. Ça suffit pas, ça.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il faut regarder ça avec d'autres yeux et de se dire que la résilience dépendra aussi des gens qui interviennent après. Vraiment. Je pense qu'elle est là la clé aussi. Comment on traite ça? Et comment on fait attention aux gens? Est-ce que vous, quand vous repensez à ce qu'on vous a transmis, à voilà, l'homme tel que vous vous êtes construit depuis votre enfance, qui vous a donné de la force, de l'élan quand vous remontez un peu dans le passé? Toute ma famille. Moi, je pense que j'en ai d'une famille. Ma grand-mère a eu 13 enfants. C'était une grosse famille. On l'a vu, en termes d'Antoine, il y a plus de 1500 personnes qui étaient là. Une ferveur énorme. Mes parents, nous, on n'a jamais manqué de rien. On n'était pas riches, hein, mais on se construisait par la valeur de travail. Mes parents ont toujours bossé du matin à 6h à 23h le soir. J'ai fait pareil. Hein. Mes filles sont pareils. C'est les valeurs. De toute façon, je crois qu'on devient ce qu'on a envie de devenir. On ne peut pas reprocher aux autres de pas sa réussite, sa propre réussite dépend de soi-même, pas des autres. Donc c'est ça, les valeurs que j'ai reçues. Voilà, je crois que j'ai encore les pieds sur terre grâce à ces valeurs. Ouais. Je suis conscient de ce que j'ai. J'ai jamais rien volé à personne. Voilà, j'ai toujours essayé de faire du bien autour de moi. Vos parents, ils étaient bistrotiers. Vous avez grandi voilà, avec eux. Je crois que vous faisiez vos devoirs sur les comptoirs du bar. Quelle image vous aviez d'eux quand vous étiez petit? Parce qu'ils étaient souvent occupés par leur travail, j'imagine. Oui et non. Enfin, vous êtes avec eux, quoi. Donc, ça fait partie de votre quotidien. Moi, je les voyais dès que je pouvais, dès que je les voyais. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui travaille dans un bureau, rentre tard le soir. Je pense que le lien est aussi difficile. Hein. Là, c'était naturel. On était ensemble dans un environnement de travail, mais ensemble. Donc c'était vachement plaisant. Et puis moi, j'ai une mère qui était toujours les bras ouverts, qui était un amour de femme, elle est toujours là, mais qui était toujours vers les autres, en train de déconner, en train de raconter des blagues, faire sérieusement son travail. Mais cette espèce de jovialité, cette gouaille qu'un bistrot a besoin, c'était génial. Alors nous, mes parents faisaient des gérances pour avoir suffisamment d'argent pour acheter leur bistrot, donc on faisait le tour des banlieues comme ça. On a fait Montreuil, Taverny, Suresnes, Colombes, Et Colombes, on était à côté de la maison de Nanterre. Le café s'appelait le Jean Bar. Et il y avait des gens qui dévissaient, parce qu'il y avait la maison de Nanterre à côté, c'est pour accueillir des clochards, des gens qui dévissaient de la société. Moi, je les côtoyais. Hein, je veux dire, pour moi, j'ai pas peur de ça. Ça fait partie de la vie, et c'est bien aussi de ne pas faire des frontières, je crois. Et je faisais mes devoirs de maths. Je n'ai pas progressé peut-être à cause de l'odeur du gars, mais ma mère lui donnait un bol de soupe et lui demandait d'essayer je ne comprenais rien en maths. J'essayais de me faire comprendre des choses. Il était agrégé de maths. Donc je passais du temps avec lui pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement. Donc la vie d'un bistrot, c'est ça finalement. Il n'y a pas de frontière entre les classes sociales. On comprend les uns les autres. C'était la beauté du bistrot. Hein. Le café du matin, vous pouviez être un ouvrier et de rencontrer un dirigeant d'entreprise et de vous parler, parce que vous tutoyez, vous côtoyez le même lieu, vous êtes finalement pareil. Moi, ce qui m'intéressait d'ailleurs, c'était aussi de voir, le fait de se connaître. L'ouvrier disait à l'autre, tiens, mon fils est plutôt doué à l'école, est-ce que tu veux t'en occuper? Ça serait bien que tu le prennes en main, parce que... voilà. Et il y avait cette espèce d'entraide, d'acceptation de l'autre qui était là. Je crois que c'est un peu disparu, malheureusement. Vous pensez que vous ressemblez à vos parents aujourd'hui? J'ai pas changé. Hein. J'ai pas changé de métier, je fais la même chose qu'eux. Hein. Quand on faisait un jambon beurre, on essaie de le faire bien. Là, c'est pareil. Quand je fais une assiette, j'essaie de le faire bien. Il n'y a pas de différence entre bien faire son métier derrière un comptoir. D'ailleurs, j'ai fait un restaurant avec un comptoir. Moi, je suis né derrière un comptoir. Donc, ce pavillon, c'est ça. Je prends une assiette, je la cuisine bien au mieux pour la mettre à manger sur un comptoir. Et le comptoir, il y a un truc vachement sympa. C'est que, en fait, la table est un cercle fermé. C'est dans votre lieu d'intimité, c'est presque un lieu privé. Où de temps en temps, un serveur vient vous apporter quelque chose, vous débarrasser. Et son empreinte d'intervention doit être légère et très, très fine. Ça représente le gastro, quoi. Le comptoir, c'est pas ça, quoi. Moi, j'arrive avec la bouteille, ce que faisait ma mère, mon père, hein, je veux dire, et les gens adorent. Vous avez parlé des valeurs que vous ont transmises vos parents. Vous pensez que vos enfants, ils ont quelle image de vous?
en tant que Posez papa. la question. Je sais pas, ils vous l'ont jamais dit? Non, on n'en parle pas de ça, je sais pas. Alors, en tout cas, quelles valeurs vous voulez leur transmettre? C'est pas des feignants tous, ils bossent, quoi. Ils savent ce que c'est. Je crois que ce qui est important, c'est la valeur des choses. Même quand on se fait un beau voyage, et c'est important de se dire qu'on a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Antoine, vous lui avez quand même transmis une partie de ce que vous vouliez lui transmettre. Oui, c'est un jouisseur. Hein. Qu'est-ce que vous lui avez transmis? Le vin, il aimait, je sais pas, je regardais, une fois j'ai fait 15 ou 16 pays avec moi. Il avait commencé à découvrir le monde. Mais il avait aussi cette ouverture d'esprit, cette générosité. C'est un beau gamin. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre témoignage et votre confiance. Et c'était un plaisir de vous revoir depuis la masterclass que vous avez faite avec nous. Merci beaucoup.